mes prochains invités, en fait, c'est une table ronde qu'on vous présente. C'est une table ronde qui est présentée par Image et Tech, qui est un partenaire de l'événement. Ils vont vous parler de l'avenir des studios créatifs de demain. Alors, on parle d'émotion. L'émotion, c'est aussi humain, hein, vu que j'ai le droit de parler d'émotion, vu qu'on est à échelle humaine. Et puis, j'ai de l'émotion pour cette personne, Mark Stephen, qui est un des membres du conseil d'administration d'Entertain AI, qui a été, pour la première édition, c'était un client. C'était un des Images et Technologies était partenaire et c'était Mark qui le représentait. Il est tombé en amour avec, non seulement il est tombé en amour, mais il s'est baigné dedans comme il faut. Puis aujourd'hui, si on a cette belle communauté-là, puis cet événement-là, c'est beaucoup grâce à son implication. Alors, Mark est un spécialiste de stratégie numérique, transformation, organisationnel aussi. Il est VP maintenant chez Connexion.tv et membre exécutif, comme je le disais, du CA. Alors, affectueusement, Marky, si tu veux me rejoindre et présenter ton panel. Thank you. Love you. Merci, Annie. C'est très gentil. I'm never sure how to take that. Merci tout le monde d'être ici aujourd'hui. On a un panel incroyable. J'ai 3 collègues ici que je vais vous présenter dans pas long. Des canons. Avant de faire ça, j'aimerais juste savoir comment ça se passe votre AI 2025 jusqu'à présent, avec un applaudissement. Ça va? Oui? Merci. Merci d'être en si grand nombre. On en a beaucoup à discuter. On va parler du studio ultime aujourd'hui. Je vais faire appel à mes collègues. Donc, je ne vous vois pas. T'es où? Donc, Jérôme Gasselin de Moment Factory. Merci, Jérôme. Emmanuel Agoston, Image et Technologie. Thanks, buddy. Et Dr. Dan Desjardins. Voilà, thanks, buddy. Okay. Let's get this going here. I think you're over there. There you go. Okay, guys, we have a lot to unpack, donc we'll get right to it. Le panel se déroulera principalement en français. Merci. Pour moi, c'est important. Pour Jérôme, si jamais il y a une traduction, and if that doesn't work, we'll send you an email. Donc, on va commencer par des introductions. J'aimerais ça que vous connaissez the depth of the fine gentleman who I have at my side here. Donc, on va commencer avec Jérôme Gasselin de Moment Factory. Parle-toi de... Bonjour à tout le monde. Je vais commencer à me présenter. Donc, je suis français, vous l'entendez. J'ai commencé ma carrière professionnelle en tant qu'ingénieur du son façade pour des concerts live et des shows en Europe. J'ai créé mon entreprise de régie technique qui s'occupait principalement du son, de la lumière, de la vidéo, de la distribution électrique et des calculs de charge au niveau des structures. Ma compagnie a été rachetée par un groupe européen événementiel qui est l'équivalent ici de Solotech. Puis Moment Factory m'a donné la chance de migrer sur cette belle terre qu'est le Québec. Et donc, je en remercie. Ils m'ont appelé dans un premier temps pour structurer tout le département de support de nos projets nationaux et internationaux. Avec un collègue, on a organisé après un département technique chez Moment Factory. Puis on avait quelques soucis au niveau du département TI. Ça ne fonctionnait pas bien. Et donc, mon patron m'a appelé un soir en disant « Tu ne voudrais pas revenir structurer les TI ?» Et donc, je suis devenu directeur TI un petit peu accidentellement, pour être très honnête avec vous. Mais j'ai relevé ce challenge-là et j'ai migré l'entreprise vers le cloud. Donc, c'était vraiment un gros changement pour Moment Factory. Et ça a mené, il y a un nouveau directeur TI qui est en place maintenant et je suis directeur principal technologie chez Moment Factory. Wow.
Moment Factory, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une compagnie qui est québécoise, une compagnie qui fait de la création d'expériences à travers le monde, reconnue pour ses expertises technologiques et sa qualité de création, entre autres. Et vous voyez un petit peu tout ce que l'on a fait, ou une partie de ce qu'on a fait actuellement en images. Voilà pour moi. Merci, Jérôme. Monsieur Agoston. Bonjour tout le monde. Donc, moi, Emmanuel Agoston, fondateur de Images et Technologies. Donc, je vais parler un peu de mon parcours. Donc, passionné de l'informatique à un très jeune âge, bien avant l'Internet, le cloud et même l'IA. Bien avant l'Internet. Oui, exact. J'ai toujours allié la technologie et finalement les domaines créatifs. Donc, à travers mes études, mes différentes expériences, puis finalement la création de l'entreprise dans le milieu des années 90, ma vision était très claire. Donc, la convergence entre les TI et les domaines créatifs. Aujourd'hui, 3 décennies plus tard, c'est encore une passion qui est toujours très animée. Donc, je pense avoir rencontré, en fait, je me rappelle très bien d'avoir rencontré un des pionniers, Daniel Langlois, créateur de Softimage, et il a fait aussi qu'aujourd'hui, je suis qui je suis. Donc, au fil des ans, on a bâti des studios cloud, des environnements VFX, du cinéma, aidé beaucoup dans la post-production, dans les jeux vidéo, travaillé aussi dans les domaines comme le CAM et le CAD. Donc, on a beaucoup d'expérience dans ces environnements-là. Puis, il y a environ 20 ans, on a suivi un de nos partenaires technologiques principaux, NVIDIA, et on a fait la quête et on a viré très IA. Donc, on était dans les pionniers du IA au Canada. Et je suis très fier, avec notre équipe, on a l'idée des projets très intéressants. Donc, les premiers clusters IA au Canada, on en faisait partie. Donc, aujourd'hui, on est très fiers de ce qu'on a accompli et je suis très content de partager un panel avec des clients et des partenaires. Merci. Merci. Et je voulais peut-être juste mentionner aussi, IAI, finalement, ça représente le cœur de notre activité. Donc, le cœur de notre expertise, on est vraiment à l'intersection entre le média et l'IA. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis ravi d'être avec vous. Merci. Merci, Emmanuel. Dan. Bonjour, je m'appelle Daniel Desjardins, fier gaspésien et nouveau papa depuis vendredi dernier. Merci. Faut se rappeler de l'élément humain. Je suis physicien, j'ai fait mon doctorat à Queen's University et puis ce qui m'a toujours ennuyé, c'était mes outils. Le compute, la puissance de calcul, l'IA, accéder à tout ça pour pouvoir s'enrichir puis atteindre nos buts. On dirait que ça devient de plus en plus complexe. Puis je ne sais pas s'il y en a qui ont fait du DevOps. Moi, personnellement, j'ai fait 8 ans à faire mes études. Puis quand on m'a dit il faut que tu fasses un autre PhD en DevOps pour pouvoir utiliser les outils pour faire ton art, pratiquer ta science, c'est comme se frapper la tête dans un mur de briques. Donc, à Distributive, on a créé et on déploie avec la Fondation Gates, avec Vector Institute, avec plusieurs universités et hôpitaux au Canada, une nouvelle technologie qui rassemble toute la puissance de calcul qui existe déjà dans les édifices et les transforme en grappes de calcul en toute simplicité pour pouvoir atteindre nos objectifs, notre rendering, notre physique, peu importe, sans se casser le portefeuille sur les hyperscalers. Fait que, nous autres, ce qu'on veut faire, c'est éliminer la complexité et amener des résultats plus faciles sans se casser la tête avec un outillage impossible à naviguer. Merci, Dan. Let's get into this. On va commencer avec toi, Emmanuel. Donc, dans le cadre décisionnel pour les studios, okay? Donc, c'est quoi les critères clés qui déterminent si on choisit du cloud on-prem ou hybride? Merci, Marc, d'avoir mis la table. Donc, je vais débuter par dire qu'il n'y a pas de bonne réponse. Okay. Donc, encore une fois, le one size fits all, ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Puis le cloud, il faut quand même comprendre que c'est l'infrastructure de quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Donc, on vient, oui, c'est l'infrastructure de quelqu'un d'autre, par contre, ils deviennent des experts de la TI. Donc, la quête de pouvoir dire qu'il y a un bon cloud, ça n'existera pas. Il faut utiliser le meilleur de chacun. Donc, pour nous, l'approche, c'est vraiment très clair. Avant d'être une approche technologique, il faut que ce soit une approche d'affaires. Donc, il faut évaluer vraiment les bons critères de sélection. Donc, les critères de pouvoir savoir qu'est-ce qu'on va faire puis comment est-ce qu'on veut le mener. Donc, il n'y a pas une solution pour dire, bon, on va aller juste du on-prem ou juste du cloud. On voit vraiment une approche qui est complète, puis souvent, on voit une approche très hybride.
Au Québec, souvent, on est limité par les budgets. Ça, c'est une réalité qui est très commune à tous. Donc, dans les choix d'affaires ou dans les décisions d'affaires, c'est souvent certains de ces coûts-là, donc le CAPEX et l'OPEX, ou le pay-as-you-go. Donc, déjà, c'est un des premiers critères de sélection. Puis l'infrastructure locale, souvent, elle peut être vieillissante, elle peut contenir certains projets, mais pas tout. Donc, on essaie d'aspirer à avoir des livraisons de projets où on évalue la capacité on-prem, puis après, on scale vers le cloud. L'autre point important, c'est vraiment d'être capable de définir les livrables. Donc, tu as des livrables dans des projets, dans des productions. Donc, souvent, notre capacité on-prem va être limitée. Donc, le cloud va être notre scale-up. Donc, l'élasticité du cloud devient très intéressant. 2 autres points aussi à considérer, c'est souvent le talent. Donc, au Québec, on a énormément de talent créatif et on a aussi beaucoup de talent dans le côté technologie. Donc, ça va être une des définitions majeures sur qu'est-ce qu'on va opter, qu'est-ce qu'on va aller chercher, qu'est-ce qu'on va avoir au niveau de nos outils. Donc, les sysadmins, les DevOps, les créatifs. Bien sûr, je vais revenir peut-être à quelle est la définition. Donc, on veut tous comprendre pourquoi ou c'est quoi l'intérêt d'avoir du on-prem. Donc, à la base, le on-prem, c'est vraiment d'avoir les charges de travail qui sont prévisibles puis d'avoir un coût qui est moindre. Et surtout, quand on veut respecter certains engagements, des contrats avec Hollywood ou autres, et des normes comme le MPA, où on va garder vraiment le contrôle local sur l'infrastructure. Après, quand on parle du cloud, c'est quoi l'avantage? Bien, le cloud, c'est vraiment quand on veut faire des pics. Donc, on veut faire des pics, on veut faire l'entraînement de modèle IA, on veut faire de la collaboration à distance. C'est là qu'on voit le cloud comme vraiment l'endroit clé pour être capable de faire ces éléments-là. Et bien sûr, je vais terminer par dire le hybride, c'est vraiment la meilleure des 2 méthodes. Donc, on garde une partie locale et on est capable de gérer la croissance, les livrables et tout le reste avec le cloud pour être capable de faire une bascule puis d'être capable d'utiliser le meilleur des 2 mondes. Donc, à la base, si je peux ajouter à ça, à la base, le budget, naturellement, c'est toujours clé, peu importe la situation. Avantage aux gros studios à ce moment-là pour choisir l'option that may be more expensive que le plus petit ne peut pas, le indie. Ça doit avoir tout un impact là. Exact. Souvent, c'est ça, l'indie n'a pas les moyens. C'est pour ça qu'il y a autant de gap entre... OK, voilà. Clairement. Je te relance toi à ce moment-là, Jérôme. Étant chez Moment Factory, c'est quoi les avantages pour un studio comme Moment d'aller vers le cloud? Alors évidemment, l'avantage du cloud, pour nous, c'est vraiment de pouvoir absorber les pics d'activité de l'entreprise, que ce soit dans les bons moments d'activité comme dans les moins bons moments, évidemment. Mais aussi pour moi, ça permet ainsi de ne pas impacter la capacité d'investissement technologique de la compagnie que dans un seul domaine, que pourrait être par exemple l'achat d'ordinateurs lorsqu'on a un gros pic d'activité pour répondre à des besoins de production. Ça permet d'investir par exemple dans d'autres nouvelles technologies à plus haute valeur ajoutée ou différenciatrices pour nous sur le marché, comme de l'IA par exemple. Un autre avantage que l'on peut voir, c'est que le cloud répond à des besoins de RH. Qu'est-ce que ça va faire là? C'est un peu bizarre à dire ça comme ça, là. Mais c'est clair que tous les studios créatifs s'arrachent des artistes locaux. On sait qu'ici, il y a une pénurie d'artistes. On est obligé d'aller à l'extérieur. Et les clouds nous permettent d'embaucher des pigistes à travers le monde pour répondre à des besoins de production. Et ces derniers peuvent travailler sur les mêmes productions que nos artistes à Montréal. Il en est de même pour nous. On a des bureaux à l'international, on a des artistes à l'international aussi. Et ça nous permet aussi que ces artistes qui sont au Japon, qui sont à Paris, peuvent travailler sur les mêmes productions que nos artistes qui sont à Montréal. Et là, le cloud a vraiment une plus-value pour nous. Un autre exemple, nous faisons de plus en plus d'expériences connectées où l'utilisation de la donnée personnelle de nos visiteurs leur permettre de vivre une expérience personnalisée. Mais le stockage de ces datas est régi par des lois différentes en fonction des pays. On parle ici de loi 25, on parle en Europe de GDPR. Le fait de stocker cette data personnelle sur le cloud me permet ou m'évite de monter une grosse infrastructure de sécurité on-prem.
De plus, on sait que les équipes TI n'ont pas forcément la connaissance de toutes ces lois internationales et ni de leur mise à jour en fonction du temps. Et le cloud, lui, intègre toutes ces contraintes du fait de leurs déploiements locaux dans chaque pays. Donc, ils suivent toutes les normes de SOC 1, SOC 2, que de plus en plus nos clients nous demandent d'avoir pour réaliser nos prestations à travers le monde. Donc, ma prochaine question, qui était les retombées ou les retours d'expérience, clairement, c'est sécurité, efficacité, voilà. Ouais. Bah, moi, je vais commencer par vous dire une petite chose. Il y a 4 ans, quand j'ai repris les TI chez Moment Factory, j'avais un doux rêve. Un rêve que peut-être que je pourrais monter notre infrastructure TI 100% sur le cloud. Bon, je vous rassure tout de suite. C'était-tu le rêve que tu avais il y a 2-3 ans à peu près? Il y a 4 ans. Il y a environ 4 ans. C'est ça. Mais bon, je vous rassure tout de suite, ça n'a pas duré très longtemps. La réalité financière m'a ramené à la raison et on est passé rapidement sur un mode hybride. Et puis on en parlait tout à l'heure et on va en reparler après. Les avantages dont on parle, c'est les avantages évidemment de bureaux à l'international et de la disponibilité des artistes à l'international, on a déjà parlé. Mais aussi pour nous, chez Moment Factory, nous finissons l'intégration de nos shows sur les lieux de diffusion. Et ces derniers moments de production apportent la dernière touche de magie de nos expériences. Okay. Pour nous, c'est très important. Donc le cloud nous permet de déplacer virtuellement notre outil de production directement chez nos clients, que ce soit à travers des machines virtuelles, que ce soit du stockage, que ce soit même des render farms que l'on peut utiliser à travers le cloud. Et cela, ça nous évite d'envoyer des gros kits d'intégration qui arrivent souvent soit cassés, soit en retard avec les douanes. On parle des douanes en ce moment de plus en plus, donc ça va nous éviter certaines choses. Et c'est un autre avantage aussi pour nous, c'est que le fait de déployer des kits d'intégration nous demandait d'arrêter la production 3 semaines en avance. Là, maintenant, c'est plus le cas avec le cloud. On peut pousser la production jusqu'au dernier moment. Un autre retour d'expérience, et pour moi c'est peut-être plus un learning que j'ai eu concernant le cloud, c'est il faut rester agile. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, ce qui était vrai et intéressant hier sur le cloud ne l'est peut-être plus forcément aujourd'hui. Pour moi, il faut être humble. Et ne pas hésiter à repenser l'infrastructure des solutions cloud, car ces dernières évoluent très rapidement et la concurrence des différentes solutions nous donne des nouvelles opportunités de structure sur le cloud. Repenser l'infrastructure constamment est pour moi un point clé pour être sur le cloud. Tout à fait, tout à fait. Question de bien gérer le temps. On allait parler de latence, on a dit maybe not right now. On va passer à un sujet quand même assez important pour vous, les créatifs, donc la protection des actifs créatifs. Donc, je relance la question, Emmanuel, et je veux entendre Dan là-dessus. Tu avais une perspective assez intéressante tantôt. Donc, c'est quoi les principaux risques en matière de cybersécurité? Je sais, mon expérience personnelle, chez Image et Technologies, with our own data center and everything else, we were bulletproof au point que c'en était gossant. OK? Mais parle-nous de ça un peu plus. Bien, c'est sûr qu'on s'entend que chaque studio a sa propre réalité, mais ce qui est important, c'est l'IP, la partie intellectuelle de chacun. Ouais. Donc, on veut pas, quand on parle de l'IP, on veut pas le laisser breach, on veut pas le laisser dans les mains de ChatGPT ou des DeepSeek de ce monde. Donc, c'est vraiment, moi, je le vois à plusieurs angles. Donc, la première chose, c'est l'éducation des gens à l'interne, puis s'assurer que les gens comprennent où le data réside, puis comment traiter le data. Donc, l'éducation continue, ça, pour moi, c'est un point qui est très important. Yes. Après, il y a le côté pratico-pratique, donc je vais tomber dans ce que nous, on fait. C'est vraiment le côté firewalling, le côté intrusion, le côté sécurité du data. Au minimum, ce qu'on s'attend, nous, des studios, la plupart ne le font pas, mais ce serait important de le faire, c'est d'avoir quand même de l'encryption AES 256. Oui. Et après, quand c'est en transport, donc quand ça se promène à travers des pipelines et des partenaires et autres, bien, c'est au moins d'appliquer un standard de TLS 1.2 pour s'assurer que le transport ne soit pas pris et consommé. La valeur d'une entreprise, elle est basée sur son IP. Donc, si on laisse le data se dissoudre ou se désintégrer puis aller dans des clouds publics, bien, à ce moment-là,
on perd un peu la valeur de qui on est. Dan, tu avais une perspective là-dessus tantôt as it relates to physics and what you do. Les mêmes concepts apparaissent partout. J'étais à l'Université de Victoria où ils sont en train d'étudier des ondes gravitationnelles. Je vais injecter mon côté physicien. Puis j'ai été complètement étonné à quel point que les différents sites qui faisaient la collecte de données, c'était Fort Knox en termes de partage de données. Les hôpitaux qui ramassent des données privées, santé, il y a une fortune d'avancements scientifiques qui pourrait être faite si on pourrait prendre toutes ces données-là et les mettre ensemble et les étudier et en faire sortir la valeur. Mais il y a tellement de red tape que c'est impossible d'un point de vue gouvernance laisser sortir les données. Donc, c'est la même chose côté créatif. Les fuites, c'est la pire affaire qui pourrait arriver. Avant la sortie d'un jeu ou d'un film, ça pourrait gâcher complètement le box-office day ou peu importe. Fait que comment qu'on fait pour résoudre ça? Fait que le cloud nous offre des garanties, mais est-ce que ça va quand même nous mettre à l'aise comparé à avoir ces données derrière notre pare-feu? Donc, Samsung, par exemple, il s'est ramassé de la code source dans le chat GPT, et puis tout à coup, ils ont perdu ce code-là. Ça appartient au public. Ouais. Donc, côté créatif, comment qu'on fait pour éviter ces pépins-là? Puis le on-prem ou le cloud privé, ça serait une façon de le faire, mais faites attention. La minute qu'on ne paye pas pour un service, ChatGPT est gratuit, tu deviens le produit. On devient le produit. C'est ça. Quand on parle d'un on-prem versus un cloud, OK? On parle de SOC 2 compliance, on parle de what was it, MPA, c'est un standard justement mais justement, when you are on-prem, c'est intense là, to go get SOC 2 compliance and all the rest là, versus les gros joueurs ont la possibilité de le faire parce que c'est normal, c'est leur offre de service. Exact. Quand tu es on-prem, ça devient un peu plus difficile, mais il faut s'y conformer. Je veux dire, l'objectif ultime, c'est d'avoir de la sécurité à travers tout le data, donc le dataset, les outils, les façons de faire. Après, il y a les standards SOC, mais il y a d'autres types de standards. Il y a les ISO et les autres de ce monde, mais c'est très important d'avoir le compliance et la gouvernance au niveau du data. Quand même, une compagnie de l'envergure de Moment Factory has to be budget conscious for this. Le indie studio, markgains.com, qu'est-ce que je fais? C'est quoi que je fais? C'est un challenge. Là. On pourrait prendre au moins une demi-heure autour de ça. La réponse, c'est j'appelle Image et Technologie. Et voilà. On va passer... peut-être avant de passer à l'autre question, pourquoi est-ce que ça doit être important pour les créatifs ici qui sont dans la salle? La sécurité? Oui. Parce qu'encore une fois, un créatif crée du contenu. Donc, sa valeur marchande, c'est ce qu'il crée. On ne peut pas laisser ça se perdre. Surtout, comme on disait, que si on ne paye pas pour un produit, on devient le produit. Donc, quand on va dropper ça dans ChatGPT, à ce moment-là, c'est de grand public. Là. C'est eux qui ont accès au contenu. Eux vont entraîner leur propre modèle. Donc, il faut vraiment revenir à l'effet inverse, d'essayer d'avoir les LLM à l'intérieur. Donc, ça peut être dans des clouds privés, dans des clouds qu'on gère. Puis, une fois que ça, c'est fait, on est capable de trainer nos modèles, s'assurer d'avoir du output qui correspond à l'unique identité de l'entreprise. Donc, là, on parle de Moment, mais on pourrait parler de n'importe quel studio de jeu. Puis, on aurait le même résultat. Donc, c'est important de ramener ça au niveau du compliance puis de garder ça à l'interne. Parce que chez Image Tech, vous les voyez tous. Là. On travaille avec beaucoup de studios, donc à tous les angles, comme on disait tout à l'heure. Donc, on en voit beaucoup. Et c'est souvent dans le processus d'éducation. Puis je parlais aussi de formation du personnel. Les gens ne veulent pas mal faire, mais ils ne le savent pas. Donc, quand ton collègue te dit « Ah, va sur ChatGPT, va me faire ça, fais-moi un Gen AI », OK, pump the brakes. Va voir la personne au TI, va poser quelques questions, puis après, il faut quand même évaluer, sinon, on s'entend que l'IP va leak à l'extérieur de l'entreprise. Donc là, on va... this is a fun one. I promise it's a fun one.
Donc, scalability et optimisation des coûts, ça, everyone can relate to that. Donc, je relance la question. Je te laisse reposer ta voix. Eman, Jérôme, on commence par toi. Et Dan, donc, les pièges à éviter en matière de coûts lorsqu'on migre vers une infrastructure cloud ou hybride? Ben, lorsqu'on a commencé à implémenter les solutions cloud chez Moment Factory, le partenaire avec lequel je travaillais me disait à chaque fois « Ah, t'inquiète pas, ça vaut quelques centimes, ça coûte pas cher, t'inquiète pas, c'est quelques centimes. » Sauf que dans notre industrie, on a des gros volumes de data, on a des gros volumes d'images. Donc le problème du cloud, c'est qu'on n'arrive pas à avoir un big picture de la structure de coût du cloud. Ce sont des petits frais de network, ce sont des petits frais de firewalling, de VPN par-ci par-là. Et on est tout le temps en mode réactif par rapport à ces budgets cloud. Et il est très difficile de faire un budget prévisionnel exact. Donc lorsqu'on est un manager, c'est vraiment compliqué de faire ça par rapport au cloud. Une autre chose sur les pièges à éviter, c'est la notion des frais egress. Vous savez, c'est ces frais qui peuvent vite vous enchaîner dans un cloud afin que vous n'en sortiez jamais, car ça coûte trop cher de sortir de la data de ce cloud. Il ne faut vraiment ne pas sous-estimer la réflexion préalable sur l'architecture de l'infrastructure de transfert de data entre les clouds et l'infrastructure on-prem afin de limiter ou du moins optimiser ces frais d'egress. C'est quasiment du organized crime, ça, là. Oui, c'est un gros travail. C'est what it is. Une autre clé sur la maîtrise des coûts, c'est vraiment de faire un gros travail sur l'automatisation dans le cloud. Il ne faut pas sous-estimer le travail et les besoins des DevOps par rapport au cloud. L'allumage, l'extinction automatique des machines, les scripts de provisioning, bref, tous les scripts qu'on peut faire par rapport au cloud sont les bienvenus pour nous aider. Un autre point, un coût inhérent à chaque changement structurel est la formation nécessaire des équipes TI. Mais dans certains cas, ces coûts peuvent aussi devenir un atout RH, une opportunité. Certaines personnes peuvent être très motivées par l'opportunité de grandir dans ses connaissances. D'autres peuvent être aussi apeurées. Mais la formation n'est pas et ne doit pas être qu'au niveau des sysadmins ou des DevOps. L'équipe de support de votre équipe TI doit aussi devenir expert du cloud. Ce sont les premiers points de contact avec tous vos users. Et après, c'est l'ensemble de la compagnie qui doit être formé par rapport au cloud. Il faut vraiment, vraiment y réfléchir vraiment longtemps. C'est un travail qui nécessite du temps pour mettre en place le cloud. Tout à fait. Dan? C'est tout ça qui me casse les oreilles. Je pense qu'on a pris un mauvais détour avec la complexité des outils, de l'outillage dans le cloud. Yeah. C'est rendu que le monde qui font de la modélisation, les data scientists ou les créatifs, c'est rendu qu'on a besoin d'équipes de DevOps pour nous supporter. Ouais. Puis derrière cette équipe de DevOps, il faut des équipes de IT. Puis ça coûte tellement cher, c'est tellement complexe. Puis là, il faut des équipes de FinOps, pour gérer les coûts du cloud. Fait que là, c'est rendu pour chaque personne qui est à la fine pointe de la lance, il y en a comme 12 pour... Mais surtout, on te le vend au début, thinking... we're selling a price. We're selling a price, right? Yeah. They're selling us a price sous le contexte, genre our kids' high school project, right? Mais quand on deal en PETA puis en tons of data more, right? Donc... Puis on en parlait tantôt, côté RH, OK? Ouais. Plus que le monde a immigré vers le cloud, plus qu'on a perdu le temps pour gérer l'équipement à la maison, plus qu'on perd ce monde-là, plus qu'on n'a pas le choix d'aller vers le cloud. Plusieurs universités, en tout cas en Ontario, à tous les 4, 5, 6 ans, ils ont besoin de remplacer leurs ordinateurs. OK? Mais là, en ce moment, surtout avec l'économie, là, ça coûte très cher remplacer 400 ordinateurs, 2000 ordinateurs. Fait qu'à la place de payer le coût d'une shot, c'est plus facile d'aller acheter, de se faire vendre des virtual desktops. Tout à fait. Hey, on vous enlève tous ces ordinateurs-là. Vous n'avez pas besoin de payer pour rafraîchir. Mais après un bout de temps, là, on l'a fait cet exercice-là il y a 2 semaines. Louer une instance dans le cloud avec juste 8 vCPU et 16 GB de RAM, là, même pas de GPU. Là. Ouais. C'est 1150$ US par année, sur le Compute Savings Plan.
Wow. C'est plus cher que mon ordinateur personnel qui a même un GPU. Exact. Fait que quelque part là-dedans, là, les coûts ont explosé. Ça, c'est le coût pour acheter le compute, louer l'infrastructure. Puis après ça, tu as besoin de 12-15 personnes pour supporter tes efforts. Fait que ça fait plus de sens. On a besoin de repenser notre outillage. Absolument. Là, messieurs, il nous reste à peu près 2 minutes. En fait, exactement 2 minutes. J'ai une question pour vous trois. Ça va ressembler à quoi l'infrastructure idéale pour un studio dans les 5 prochaines ans? Très bonne question, merci Marc. On peut commencer par Jérôme. He can share his dream comme il a fait il y a 4 ans. Il y a eu un reality check, donc... Non, on est très heureux d'être sur le cloud pour toutes les raisons dont on a dit. Il n'y a pas non plus que des... Enfin, on a parlé des côtés négatifs. On est très heureux d'être sur le cloud. Ça nous permet de faire tout ce qu'on a dit, d'être beaucoup plus productif, d'être beaucoup plus versatile là-dessus. L'idée de nous, du cloud de demain, du virtuel de demain, c'est de ramener du AI par rapport à ça. Comment on peut demain faire une analyse à travers le AI de l'optimisation de coûts par rapport au provisioning de VM. Comment on est dans telle région avec tel data center et comment le AI peut nous donner la meilleure VM au meilleur prix pour répondre aux meilleurs besoins dont on a. Pour moi, c'est ça l'infrastructure de demain, le studio créatif, c'est comment je peux ramener du AI pour faire cette analyse de coûts pour être l'optimum. Voilà. I would love to let you finish, but I'm going to take the last word because there's 30 seconds left. C'est bon. Emmanuel. Puis, il y a des membres de l'équipe d'Images et Technologies ici, dans la salle, oui. 30 ans, cette année, Images et Technologies. Exact. Que tu offres du soutien pour l'industrie du média et divertissement. Bravo, Emmanuel. Merci. Merci, on n'a jamais changé notre vision, puis on a toujours soutenu le créatif. C'est important. C'est ce qu'il y a comme talent à Montréal. On a été dans les premiers à supporter des entreprises comme Moment et autres. Donc, bravo pour tout le créatif du Québec. Excellent. Merci tout le monde. Marc, si tu me donnes un instant, oui. Je vais en profiter aussi peut-être pour dire un petit mot. Je vais porter ma voix avec la voix de Sébastien de Rodéo pour dire que les dernières années ont été très dures pour le côté créatif justement de Montréal, au niveau de la crise des médias, au niveau des subventions, au niveau de plein d'éléments. Donc, quand vous partez le soir puis vous allez voir le cinéma, essayez de considérer les cinémas canadiens, les productions locales et de favoriser ce qu'on vit ici. On sait qu'on a 4 ans à vivre avec ce qui va se passer de l'autre côté de la frontière. Bien, encore une fois, le talent local, il faut le valoriser. Et je porte ma voix à tout le monde au Québec. Et si les dirigeants peuvent nous entendre, ça serait important de protéger le Québec. Merci. Merci, Emmanuel. Merci. Merci à vous. Jérôme, merci. Dan, merci beaucoup. Emmanuel, thank you so much, guys. Merci à vous tous. Thank you. Merci.